Bonjour, bienvenue à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 2 de cette série qu'on a intitulé Microsoft sur AWS. On va démarrer avec l'agenda du jour. On va se représenter brièvement en quelques mots qui nous sommes. Je ferai un petit récap de l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce premier épisode si jamais vous l'avez manqué. Ensuite, je passerai la main à Christopher qui nous parlera d'Active Directory sur AWS, les différentes possibilités que vous avez, les différents scénarios que vous avez pour démarrer avec Active Directory sur AWS ou migrer un Active Directory existant et pour pouvoir accélérer et moderniser votre Active Directory. Je vous présenterai après le contenu de la démo technique du jour, quels outils on va utiliser, quelles briques nous allons déployer. Et puis, je passerai la main à Romain Gros qui fera cette démo technique et la commentera en live avec vous. Enfin, on prendra un temps à la fin de cette session pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions pendant ce webinaire dans GoToWebinar directement. On y répondra à la fin. Même s'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. Si on n'a pas le temps d'y répondre à la fin de cette session, on vous fera un retour par mail ultérieurement avec nos réponses à l'ensemble de vos questions. Christopher? Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Christopher Pligard, je suis spécialiste Microsoft chez AWS. Je suis Romain Frémiot, donc business developer chez D2SI sur la partie migration et sécurité. Et puis j'ai été consultant autour de tout ce qui tourne autour de l'automatisation des workflows de Microsoft auparavant. Bonjour à tous, donc je suis Romain Gros, cloud consultant donc chez D2SI également et aussi formateur officiel AWS donc pour D2SI. Merci. Donc je vais démarrer avec un petit résumé de l'épisode 1. Donc avant tout, je vous remets un schéma d'architecture de ce qu'on souhaite obtenir à la fin de cette série de 4 webinaires. Donc l'idée, c'est de construire une infrastructure Microsoft complète sur AWS en partant d'une feuille blanche. Donc en démarrant directement avec les briques d'infrastructure AWS, donc la partie VPC, Public Subnet, Private Subnet, tout ce qui est bucket, route table, etc. Et puis, l'idée, c'est donc de builder une infrastructure Microsoft complète qu'on a découpée en 4 stacks ici. Donc, dans le premier épisode, on a déployé notre stack de packaging à travers un serveur de ZS et un serveur Nugget. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va déployer notre couche d'annuaire Active Directory. Dans l'épisode 3, nous déploierons la partie base de données avec un cluster SQL. Et puis, on terminera par une stack applicative avec le déploiement d'une infrastructure complète Citrix et la publication de bureaux et d'applications sur cette infrastructure. Donc, l'épisode 1, on a vraiment posé les fondations de l'automatisation, donc avec cette couche de packaging. Ce serveur Nugget, en fait, c'est ce qui va nous permettre de déployer à la fois nos packages applicatifs, mais aussi nos packages d'infrastructure. Donc, c'est vraiment une première brique de notre automatisation qu'on va se servir tout au long de ces différents webinaires. Et puis, dans l'épisode du jour, eh bien, on va se concentrer sur la partie annuaire, la partie Active Directory, en déployant un Active Directory sur AWS. Et je vais passer la main à Christopher qui va vous expliquer les différentes possibilités, scénarios que vous avez pour démarrer sur AWS avec l'Active Directory. Merci Romain. Alors, est-ce que j'ai la main? Je pense que oui. Oui, ça semble marcher. Alors, quand vous adoptez le cloud, forcément, comme 80% de nos utilisateurs, vous utilisez Active Directory. Et donc, nous, en tant que plateforme cloud, AWS, on voulait vous donner toutes les options possibles pour adopter ce produit-là, réduire vos coûts en adoptant le cloud et surtout avoir du single sign-on dans tous nos services. Et donc, nativement, la plupart des services AWS ont de l'intégration Active Directory possible pour faire du single sign-on. Et on a
3 options différentes pour vous permettre de faire du Active Directory chez nous, qu'on va explorer rapidement. Ce que nos utilisateurs nous disent surtout de ce qu'ils apprécient chez nous, c'est 3 choses. Un, c'est la compatibilité, puisque les Active Directory qu'on déploie chez nous, les options qu'on vous propose sont natives. Hein. Ça utilise le vrai Active Directory, contrairement à certaines autres solutions cloud qui ne proposent pas forcément ce genre de produit. 2, vous avez du coup toutes les fonctionnalités de l'Active Directory et toutes les fonctionnalités de sécurité que vous attendez aussi de l'Active Directory dans le cloud. Et 3, on vous donne 3 options différentes pour déployer votre Active Directory, ce qui vous donne du coup aussi la flexibilité en termes de sécurité et en termes de management dont vous avez besoin pour faire du vrai Active Directory dans le cloud. Donc voici ces 3 options. Le premier, c'est un connecteur AD que nous avons créé qui vous permet simplement d'authentifier vos utilisateurs dans vos applications sur AWS en connectant directement l'application à votre AD on-premise et de passer toutes les authentifications sur l'AD on-premise, ce qui vous permet d'avoir un seul AD à manager et une sécurité maîtrisée on-premise. La deuxième option, c'est de faire de l'EC2, donc des machines virtuelles dans lesquelles vous installez de l'AD de manière assez classique, ce qui vous permet d'étendre votre Active Directory directement dans le cloud. Et la troisième option, c'est une solution de Managed AD, qui est un AD complètement managé par AWS. Vous avez moins à manager, une sécurité augmentée. Et on va explorer ces 3 options dans les slides qui suivent. Donc, je voulais commencer un peu par vous donner 3 cas clients, 3 usages en fait de ces 3 options. Donc, IATA, qui est l'Alliance internationale du transport aéronautique, ont fait une migration de leur plateforme BI qui contient pas mal de SQL Server et du coup des données très sensibles. Et donc, ils ont préféré simplement connecter leur plateforme BI à leur AD on-premise en utilisant un AD connecteur, ce qui leur a permis d'avoir un seul AD à manager, d'avoir une authentification sécurisée et centralisée. Et ça leur a grandement simplifié la migration parce que du coup, pas besoin de gérer de l'AD dans le cloud. Capital One, par contre, eux, ils sont en ligne sur AWS. C'est une banque aux US. Et donc, eux, ils sont dans plusieurs régions dans AWS. Ils ont besoin d'AD dans toutes les régions, de synchroniser tout ça. Et donc, ils utilisent Managed AD, notre service 100% managé, pour faire de l'AD de manière super sécurisée, redondante, avec des trusts, sans avoir à manager le patching, la redondance des machines, le backup et ce genre de choses. Et dernièrement, on a Marike, qui est une boîte de cosmétiques, qui utilise de l'AD également et qui fait un vrai scénario hybride où ils synchronisent un AD dans le cloud avec leur AD on-premise, ce qui leur permet tout simplement de faire tourner un AD dans le cloud et ne pas être dépendant de leur AD on-premise au cas où il y a un scénario de déconnexion. Donc 3 options, 3 usages différents selon votre adoption du cloud, selon vos envies de sécurité aussi. Vous avez donc des options qui vous correspondent. Pour vous donner un peu un exemple d'architecture de l'AD connecteur, donc vous voyez ici, voilà, c'est un exemple assez simple, hein. Mais donc c'est une option très simple si vous voulez juste déployer l'application dans EC2, dans AWS, et vous voulez simplement authentifier via votre AD on-prem, sans vous poser trop de questions. L'AD connecteur va gérer toute authentification. Et comme vous le voyez, si vous avez de l'Office 365, vous pouvez synchroniser ça également avec votre AD on-prem, avec Azure AD Connect, ce qui vous donne du coup une authentification de toutes vos identités entre Office 365 et vos applications AWS. Et si vous souhaitez faire de l'Active Directory purement cloud, soit vous pouvez forcément mettre votre Active Directory sur AWS, soit l'AD connecteur vous permet aussi de vous connecter directement à Azure AD et votre Office 365. C'est un scénario assez rare, mais on le propose. Les avantages de cette méthode, forcément, c'est que c'est une méthode assez simple. Vous avez un user, une identité par user.
c'est facile à manager parce que vous avez votre AD on-prem que vous connaissez déjà très bien. Vous gardez votre structure existante. Les désavantages, forcément, c'est que vous êtes très dépendant de vos serveurs on-premise et de votre connexion Internet. Donc, nous, on vous conseille forcément de prendre Direct Connect chez nous, qui est une ligne dédiée entre le data center AWS et votre data center, si c'est le scénario que vous privilégiez. Tout simplement un VPN avec une ligne dédiée aussi de votre fournisseur Internet. Voilà, mais dès qu'il y a un problème dans votre data center on-premise ou alors de connexion, ce qui est forcément voilà, pas impossible, ou overclock dans AWS, nous pourrons plus s'authentifier, donc c'est quelque chose à considérer. Je crois que l'écran a légèrement sauté, Romain. Ah, c'est bon, ça c'est établi. Donc ça, c'est l'option 1. Deuxième exemple d'architecture, c'est une architecture un peu plus hybride, où vous avez soit de l'AD sur EC2 dans AWS, soit du Managed AD. Donc si c'est de l'AD sur EC2, vous pouvez faire une extension de votre AD on-premise, vous pouvez mettre vos domaines contrôleurs dans AWS ou les garder on-premise comme vous le souhaitez. Si c'est du Managed AD, on va travailler avec des trusts. Donc faire un one-way trust avec votre AD on-prem par exemple. Donc c'est un peu différent, il faut faire un trust. Certains clients, pour certains clients ça ne pose pas de problème, pour d'autres ça pose un problème, donc on vous donne la flexibilité de choisir les deux. L'avantage de Managed AD, c'est que ça vous donne des fonctionnalités supplémentaires dans certaines applications ou certains services AWS comme RDS for SQL, qui est le service managé de SQL Server. Ce que ça vous permet par exemple de faire, c'est utiliser l'authentification Windows nativement sur vos RDS SQL et tout simplement gérer l'authentification, ce qui peut vous simplifier grandement la vie si vous avez beaucoup de SQL Server. Et pareil, forcément, vous pouvez toujours synchroniser tout ça avec un AD que vous utilisez pour Office, par exemple. Et donc, à peu près toutes les options sont possibles ensuite. Et si vous avez un AD en EC2 aussi sur AWS pour faire extension avec votre AD on-prem, vous avez aussi forcément la possibilité de déployer à côté un Managed AD avec un trust sur votre AD dans AWS pour étendre vos fonctionnalités également. Donc, plein de choix d'architecture possibles. Pour vous montrer un petit peu la différence entre un Managed AD et un AD hébergé par vous-même sur EC2, Managed AD est managé par AWS et donc on va opérer certaines choses pour vous. Donc on va faire automatiquement du déploiement dans plusieurs availability zones, donc sur plusieurs data centers, pour assurer une redondance active. On va faire du patching pour vous, on va monitorer la machine, on va faire des backups automatiquement et vous pouvez en un clic restaurer vers un point de backup dans le passé sans vous prendre la tête. Et donc c'est quand même pas mal d'avantages, surtout si vous voulez quelque chose de simple qui fonctionne sans vous prendre la tête. Et donc voilà, on vous propose également cette option-là. Et vous, forcément, vous gardez le contrôle sur les GPO, les utilisateurs, les groupes, etc. et la configuration de tout le contenu de l'AD et des trusts. Si vous faites de l'AD sur EC2, c'est comme une machine classique, vous avez tout le contrôle, mais également vous devez opérer vous-même le patching, le monitoring et le backup. Et donc c'est un choix qu'on vous donne en tout cas en termes de balance entre contrôle et entre liberté d'usage. Voilà. Maintenant, je vais passer la main à Romain qui va vous expliquer un petit peu les choix que nous avons fait pour nos démos et les outils que nous allons mettre en place pour simplement déployer AD sur AWS pour notre application. Merci Christopher. Donc moi je vais vous parler un petit peu de cette démo technique. Donc effectivement, je vais revenir sur les différentes options que vous avez, les différents scénarios possibles pour déployer un Active Directory. Donc Christopher l'a présenté, vous pouvez utiliser un AD Connector pour vous connecter à un Active Directory qui serait existant sur votre infrastructure. Vous pouvez utiliser un service managé AWS avec tous les avantages que ça apporte. Ou vous pouvez également déployer un Active Directory sur des EC2 que vous allez gérer vous-même. Donc dans ce dernier cas, ça peut également être une extension d'un domaine Active Directory que vous avez sur votre infrastructure, que vous allez étendre sur AWS.
Une petite notion importante à garder en tête, c'est que c'est pas forcément un scénario plutôt qu'un autre. Ça dépend du contexte et l'un n'empêche pas forcément l'autre puisque vous pouvez créer une trust relationship entre un Active Directory que vous auriez déployé sur des EC2 vers un Active Directory managé AWS, par exemple. Donc nous, dans notre cas, on va déployer un Active Directory sur des EC2, sur AWS directement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez nos clients. Du coup, on a choisi cette option pour cette démo technique. Alors, quelques spécificités dans ce que nous allons faire. Au niveau du déploiement de l'Active Directory, on va utiliser un script en fait qui va nous permettre de générer une topologie Active Directory en tenant compte de l'infrastructure AWS. C'est-à-dire qu'on va tenir compte des VPC et des régions existantes. Et ce script en fait va permettre de pouvoir positionner un domaine contrôleur dans chaque VPC, dans chaque région, si nous avions plusieurs VPC répartis sur plusieurs régions, et de créer une stratégie Active Directory Site and Services cohérente par rapport à cette infrastructure. Pour la partie DNS, nous allons utiliser le service DNS d'Active Directory tout simplement. Par contre, évidemment, vous pouvez faire le choix d'utiliser Route 53, qui est le service DNS fourni par AWS. Un nouvel outil qu'on n'a pas présenté dans l'épisode 1, qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est BoxStarter. Donc, c'est un outil important pour nous dans notre mécanique d'automatisation. BoxStarter, en fait, c'est un outil qui a plusieurs fonctionnalités, mais la fonctionnalité majeure qui nous intéresse ici, c'est le fait de pouvoir gérer les redémarrages. Quand vous installez des packages sur un serveur Windows ou même sur votre poste de travail, vous êtes souvent amené à redémarrer. Et là, nous, ce qu'on va faire, quand on va préparer un master, une AMI AWS avec l'ensemble de nos packages, on va dérouler un certain nombre d'installations et on va être amené à redémarrer plusieurs fois. Et donc, ce qu'on veut, en fait, c'est réussir à garder le fil de ce séquencement et pas perdre le cap, en fait, à chaque fois qu'on va redémarrer un serveur. Du coup, BoxStarter va nous permettre d'être résilient sur le redémarrage et de pouvoir le gérer correctement. Ensuite, un des outils qu'on va utiliser, qu'on a présenté dans le premier épisode, c'est notre package case.zip. Donc ce package, en fait, il va contenir à la fois un fichier XML, infra XML, qui contient l'ensemble des variables de notre infrastructure. Donc là, on va décrire dans ce fichier-là les spécificités de notre infrastructure, les serveurs, le nom des serveurs, leur capacité et un certain nombre d'informations. Et puis, ce package va aussi contenir le secret.xml avec tout simplement les credentials qui vont nous permettre de nous connecter à ces différents serveurs. Alors, nous, on a choisi de stocker ces fichiers sensibles sur un bucket sécurisé avec des permissions bien spécifiques. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser SSM, donc System Manager, avec la partie Parameter Store, donc qui est un service d'AWS, pour pouvoir stocker les credentials et aller les chercher au besoin. Ce qui est aussi intéressant en termes de sécurité. Ensuite, donc, pour déployer notre domaine Active Directory, on va simplement utiliser un ensemble de packages chocolatés que nous avons créés chez D2SI qui vont nous permettre de déployer chaque brique de l'Active Directory. Donc, on a pas mal de petits packages qui nous permettent de faire un certain nombre de choses, donc créer une forêt, créer un domaine, déployer un nouveau DC, créer une OU. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement séquencer ces différents packages dans un ordre logique pour pouvoir déployer, instancier cet Active Directory sur AWS. Enfin, une fois qu'on aura créé ce domaine Active Directory, on va recréer une AMI AWS personnalisée. Donc, je rappelle, l'AMI, c'est une image serveur dans laquelle on va installer, en fait, on va la personnaliser grâce à Packer, qui est notre outil de packaging. Et ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on va rajouter un join domain à la fin de la personnalisation de cette AMI. Ce qui fait que chaque fois qu'on va réinstancier cette AMI sur des nouveaux serveurs, qu'on va provisionner dans notre infrastructure, eh bien, ils vont automatiquement s'intégrer au domaine Active Directory qu'on aura précédemment créé. Donc, je remets le schéma de la cible, de l'architecture qu'on va déployer avec nos 4 différentes stacks. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie Active Directory, donc la partie annuaire.
Alors, pour pouvoir la déployer sur AWS, on va utiliser notre outil d'infrastructure as code, enfin l'outil qu'on utilise d'infrastructure as code, qui est Terraform. Donc, encore une fois, si vous êtes plus familier avec CloudFormation, qui est l'outil d'infrastructure as code d'AWS, vous pouvez l'utiliser. Nous, on choisit de faire notre démo avec Terraform parce que c'est un outil qui permet d'autres fonctionnalités et qui est notamment multi-provider. Donc, avec Terraform, on va déployer notre package keys.zip sur un bucket S3 qu'on va créer et qu'on va permissionner avec les bonnes permissions. On va créer, grâce à nos packages chocolatés, donc notre Active Directory avec une forêt, un premier domaine, un deuxième contrôleur de domaine. Et puis, on va configurer la partie DHCP option set côté AWS pour pouvoir pointer en fait vers les DNS de cet Active Directory. Parce que je rappelle, en fait, on a choisi d'utiliser le service DNS de l'Active Directory qu'on va déployer sur Amazon. Et puis enfin, dans une deuxième étape, on va recréer une AMI personnalisée avec Packer qui va nous permettre de faire un join domain directement à chaque fois qu'on va réinstancier cette AMI pour créer un nouveau serveur. Je vais passer la main à Romain pour nous faire la démo technique de tout ça. Merci Romain. Alors, je vais reprendre le contrôle. Hop. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Voilà. On va y répondre à la fin du webinaire. Voilà, vous pouvez poser des questions sur la partie droite en fait de GoToWebinar et vous pouvez également mettre en plein écran si vous voulez que ce soit plus lisible au niveau de la vidéo que vous allez voir. Voilà, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai pris le contrôle, donc effectivement, je vais vous. Alors, comme sur l'épisode 1, en fait, la démo en question a été enregistrée en vidéo pour encore une fois une optimisation du temps, puisque normalement c'est un build qui prend à peu près 40-45 minutes. Donc, on a gagné certaines minutes durant l'établissement en fait de cette vidéo. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. Donc, l'idée c'est qu'effectivement, par rapport à ce que Romain a présenté, on va effectivement donc voir comment on procède effectivement à l'installation d'un nouveau domaine côté Active Directory. Donc déjà en premier lieu, on va regarder ce qu'on avait en base à la fin de l'épisode 1. Donc les composants VPC, on a nos deux instances aussi, donc le rebond avec le 2IS Nugget. On voit aussi que côté AMI, on a notre image qui avait été créée lors de l'épisode 1 dans un mode en fait workgroup, donc une AMI basique qui est câblée entre guillemets sur notre 2IS. On a donc le fameux bucket de packaging, toujours présent, qui nous permet de stocker les différents binaires pour les packages qu'on a déployés et les paramètres côté system manager pour envisager justement le build du packer. J'ai la connexion donc sur mon rebond qui est établie. J'ai toujours mon 2IS Nugget donc qui est effectivement up, qui va me permettre le déploiement donc, des packages côté build d'AMI et aussi installation en fait de notre Active Directory pour cet épisode. Donc là, ce qu'on va regarder un petit peu avant, ce sont les deux stacks qu'on va utiliser. Donc on a la stack Packer pour l'AMI création. Une particularité qu'on a, c'est que sur la première AMI qu'on avait créée, on avait une commande spécifique Packer qu'on a jouée pour le cadre du workgroup. Là, on va avoir une commande totalement similaire, sauf qu'elle va être effectivement spécifique domaine. Donc on le verra un peu par la suite, mais cette commande Packer en fait inclut certaines informations telles que le domaine qu'on va cibler, domaine user, le domaine password aussi qu'on va avoir à utiliser pour réaliser justement cette AMI join domain en question. L'autre brique qu'on va mettre en place, c'était la première étape de ce qu'a présenté Romain, donc c'est la brique Active Directory. Donc on a toujours dans notre fichier Terraform de variables les variables de la première base de l'infrastructure et on va avoir des variables spécifiques. Notamment, je retrouve l'AMI ID de l'AMI Workgroup que j'ai buildé lors du premier épisode, qui est la base pour pouvoir créer effectivement mon Active Directory. On va avoir en dessous les différentes variables, on reviendra un petit peu après sur ces variables-là, de type vendor, product, également action, qui nous permettent typiquement d'envisager donc la création d'une nouvelle forêt, le nom du premier DC qu'on créera,
le nom également du deuxième DC qu'on aura à créer et une autre action pour ce DC qui sera l'ajout du domaine contrôleur. Point aussi important, on va bien évidemment fixer en fait les adresses IP de ces deux DC pour faire en sorte de ne pas être totalement, on va dire, aléatoire sur l'adressage IP. On retrouve donc le keys.zip qu'on va effectivement uploader. Donc on regardera un petit peu plus en détail ce keys.zip par la suite. Ensuite, on va avoir un security group AD spécifique, la création donc des deux domaines contrôleurs en question et notre fameux DHCP option set qui nous permettra donc de cibler les DNS côté Active Directory qu'on aura implémenté côté AWS, tout simplement. Donc là, on va d'abord lancer en fait le packer. Il faut savoir que l'AMI packer, je peux la générer à tout moment. J'ai pas besoin que le domaine soit existant, puisqu'en fait, on le verra à la fin au niveau du sysprep où en fait on décide de venir joiner un domaine spécifique tout simplement. Donc là, on va simplement lancer l'AMI packer et on reviendra justement sur la création de l'AMI et le test de cette AMI pour vérifier effectivement le join domain à la fin du build. Donc on va lancer le packer. Donc on voit bien qu'effectivement on lance un packer avec un rôle de type domaine, ce qui va nous permettre de créer une AMI spécifique join domain. Donc là j'ai bien mon AMI packer qui démarre. Donc c'est exactement la même AMI qu'on a créée de type pour groupe. Il y aura les mêmes packages chocolatés qui seront installés dedans, sauf qu'elle aura juste la spécificité de joiner un domaine spécifique qu'on a défini au niveau des variables packer qui ont été implémentées, tout simplement. Donc on va laisser le packer de côté et on va passer sur la notion justement du build de l'Active Directory même. Donc on va venir au niveau Terraform dans le dossier de cette troisième brique. On va donc exécuter notre classique Terraform init et le apply par la suite. Chose essentielle bien évidemment, le cadre classique. Voilà, donc là on a le init qui se prépare, là, donc le téléchargement des modules Terraform comme on l'a vu à gauche dans le dossier .terraform. Voilà. Voilà, donc au niveau du init, on arrive au bout. Donc on va faire un apply effectivement sur cette stack. À noter qu'on va avoir effectivement au total donc 8 composants, 8 ressources Terraform qui vont être créées, incluant donc l'upload du keys.zip dans le bucket S3, la création du security group, le DHCP option set, les deux instances également pour nos deux domaines contrôleurs qu'on va décider d'implémenter, donc qui vont être effectivement buildés. Voilà, donc bien on a nos 8 ressources à ajouter. On va lancer le build. L'idée, c'est que là, on va juste attendre le provisioning des deux instances avec effectivement la création des ressources aussi qui sont essentielles. Donc là, on voit l'upload du keys directement dans le bucket S3. On reviendra un petit peu après sur le keys.zip pour voir comment il est constitué au niveau du contenu même de ces fichiers de variables de credentials. On a la création donc, de nos deux instances. En output en fait du build qu'on est en train de réaliser, on va simplement donc retrouver les deux adresses IP privées qui auront été effectivement donc assignées sur les deux DC. Donc on a décidé de les répartir comme on peut le voir dans deux subnets différents. Donc si je regarde effectivement côté console, on va voir qu'on a effectivement donc une affiliation où on aura donc dans la ASI 1A le premier DC et dans la ASI 1B en fait le second DC, tout simplement. On va vraiment mettre un domaine contrôleur par zone de disponibilité AWS. Point important, on va regarder le user data sur le premier domaine contrôleur. Donc on voit qu'on a un user data spécifique qui est présenté avec, on retrouve le vendeur product action, donc du moins le create new forest, et également le nom de la machine tel qu'on a décidé de la nommer au niveau Windows et par la suite au niveau AWS aussi. Donc si je regarde, là ce qui va être intéressant maintenant, c'est beaucoup de regarder les screenshots qu'on va avoir sur cette instance-là. Ça va nous prendre un petit moment dans la démo. Pour quelle raison? C'est qu'en fait la totalité du build étant automatisée, le seul moyen d'interaction qu'on va avoir avec l'instance, il est visuel et c'est simplement à travers les screenshots justement qu'on va pouvoir consulter directement depuis l'interface AWS. Donc là, on voit qu'on est dans le lancement de l'AMI Workgroup classique, donc sur la fin de l'initialisation et du provisioning en fait de la VM en question. Donc, juste pour information, il va y avoir beaucoup de screenshots.
C'est là où on a optimisé aussi un petit peu le temps. Après, j'en profiterai à certains moments pour vous montrer aussi différents composants qu'on utilise donc pour ce build. Les screenshots sont importants, vous verrez pourquoi après, c'est qu'en fait on va pouvoir voir tout le build qui est effectué, puisqu'on a grâce à Boxstarter justement la possibilité de faire du bootstrap et de catcher la reprise justement de descente de package après des reboots machine. Donc on aura l'occasion de revenir un petit peu après justement sur ce point-là. Donc là on va juste attendre qu'on ait effectivement la fin de l'initialisation en fait au niveau de notre VM, pour arriver en fait à un moment, voilà, à ce moment-là, sur la finalisation et juste derrière la mire de login en fait qui va apparaître sur notre serveur. Après cette initialisation, donc on va tomber sur cette mire de login. Là, on est un petit peu dans un mode black box, on n'a pas de possibilité visuelle dans la mesure où en fait c'est le user data qui va processer côté instance et qui va en fait tout simplement jouer le script qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on n'aura pas de login, par conséquent, on ne verra pas l'interaction. Moi, je vais juste en profiter juste après. Donc là, on va un petit refresh pour voir notre mire de login. Et là, on va aller en profiter justement pour aller voir un petit peu le user data spécifique qui est présent justement au niveau de cette instance-là. Donc là, on a le user data à partir de ce moment-là qui procède au niveau de l'instance en question. Donc, si je regarde un petit peu justement ce user data que j'ai, qui est spécifique bien évidemment à la notion de mon instance pour la création de la nouvelle forêt. On décide en fait d'injecter des variables types, notamment on crée une variable string qui contient en fait les variables Terraform qu'on avait vu, vendor product action. On va avoir aussi une notion de bootstrap où en fait c'est Boxstarter qui va nous permettre de bootstrapper justement après le jeu de ce user data le processing tout simplement de la création de la forêt au niveau de l'instance EC2, tout simplement. Donc si je regarde le user data, la string var entre guillemets qu'on a nous mentionne bien qu'effectivement en matière d'action, on va décider de créer une nouvelle forêt justement à travers cette première instance. Donc on a effectivement 3 variables clés, vendor product action, Microsoft, ADDS, create new forest, tout simplement. Là si je regarde au niveau de mes variables que j'ai côté Terraform, ces variables on les a injectées dans le user data, donc à travers en fait ce qu'on a spécifié côté user data, où ici pour la première instance CDO, on décide effectivement donc, de créer directement notre forêt. Là, notre user data est arrivé au bout. Donc la première chose qu'on a, c'est effectivement un premier reboot, puisqu'on a renommé déjà la machine avec l'available names qu'on a vu en tant que variable. Et l'idée, c'est que maintenant, étant donné qu'on a préconfiguré un bootstrap au niveau Boxstarter, on va avoir donc à la fin de ce premier reboot un autologon qui va être réalisé donc dans un contexte local au niveau de la machine, puisqu'on a modifié aussi le mot de passe de la machine bien évidemment à travers les scripts engine qui se trouvent derrière le user data. Donc là, on va avoir un autologon qui est réalisé sur la machine. Et cet autologon-là, en fait, étant donné qu'on a bootstrappé une séquence Boxstarter, on va venir l'exécuter justement à la première exécution en fait de notre autologon, donc juste derrière. Donc là, il va y avoir énormément de refresh. On va pouvoir effectivement vérifier. On va avoir l'interaction d'un point de vue shell en fait, qui va se dérouler en fait au niveau de notre instance Windows. Donc, on va juste attendre le redémarrage. Le classique network qui va un peu nous déranger dans les screenshots. Mais malheureusement, comme on ne peut pas interagir, on n'a pas possibilité de l'enlever. Et là, voilà, on a donc un démarrage au niveau Boxstarter donc, qui se réalise. Donc là, on est après le premier reboot de la machine et on va pouvoir effectivement donc suivre un petit peu tout ce qui se passe. Donc Boxstarter va démarrer et déclencher effectivement une séquence de packages. Le premier package qu'on va avoir, on le voit ici, c'est le Microsoft justement ADDS Create New Forest, donc qui va nous permettre effectivement donc de créer notre forêt Active Directory. On va d'abord effectivement installer le package ADDS install que Romain avait mentionné tout à l'heure dans la batterie de packages qu'on a pour l'Active Directory, qui va en fait tout simplement installer les différents rôles Active Directory sur notre instance EC2, donc les Directory Services,
On a aussi la notion des rôles DNS, comme on peut le voir en bas ici, DNS Server Full Role, qui est aussi installé sur notre instance. Sachant que tout ça, c'est ce qui est présent dans le package, donc on reste effectivement libre de pouvoir conditionner nos packages comme on le souhaiterait en fonction des rôles nécessaires. Je pourrais très bien m'affranchir, par exemple, d'installer le rôle DNS Server sur mes machines. Ensuite, on va avoir, donc, après l'installation des rôles, là, on voit le rôle Directory Services, donc domaine controller qui est en train de s'installer sur la machine. À l'issue justement de l'installation des rôles, on va pouvoir donc exécuter le package ADDS Create New Forest. L'ADDS install, c'est fait parce qu'on a une dépendance en fait entre les packages. Si je décide de jouer l'ADDS Create New Forest, il est dépendant d'un package qui s'appelle ADDS install, donc forcément j'installe d'abord l'ADDS install avant de jouer ce Create New Forest. Là, on récupère justement ces fameux keys, donc le keys.zip qui contient les variables qu'on ira voir après, pour pouvoir justement savoir quel domaine je vais créer et les différentes variables nécessaires justement à la création. Là, on a derrière l'exécution d'un AD User Data qui est installé depuis le package ADDS New Forest. Ça va nous permettre de conditionner une tâche planifiée pour de l'installation de package post-installation de la forêt. On le verra après à la fin pour quels besoins on réalise effectivement ce type de pourquoi est-ce qu'on a cette tâche planifiée en fait tout simplement. Là, au niveau du progress, donc on voit qu'on a maintenant la création de la forêt qui est en cours. Donc tous les tests effectivement ont été confirmés avec succès. Et en fait, là à l'heure actuelle, j'ai l'inscription, donc la création de ma forêt au niveau de mon serveur en question qui est en train donc, de se processer, donc comme on peut le voir bien évidemment de manière complètement automatisée. Donc ça prend effectivement quelques dizaines de secondes. On a des warnings qui aujourd'hui ne sont plus, on va dire, en erreur, notamment le fait d'avoir une adresse IP qui est considérée comme dynamique, parce qu'on a utilisé on utilise des DHCP AWS, mais au niveau de notre Terraform, on a fixé cette IP-là, donc on n'a aucun risque effectivement d'IP change. À la fin de la création de la forêt, on a un deuxième reboot dans notre séquence d'automatisation. Donc reboot essentiel bien évidemment pour la création du domaine et de la forêt en fait côté Active Directory. Donc si je reprends ma séquence depuis le début, là j'en suis déjà en fait à mon deuxième reboot dans la phase d'automatisation. D'où l'importance effectivement de Box Starter dans la séquence, puisque Box Starter va nous permettre en fait à l'issue de ce reboot là et de la création de la forêt de pouvoir reprendre l'installation de certains packages qui vont être nécessaires pour le verrouillage en fait et la finalisation en fait de certaines choses dans la forêt AD qui sera installée. Donc c'est vraiment lui qui va pouvoir effectivement reprendre le setup en question. Donc là, on va juste attendre quelques secondes. On va arriver avant ça dans une phase de configuration de la machine, typique Windows, surtout pour de l'Active Directory, où en fait on va avoir voilà, le Applying Computer Settings. Donc, pour information, cette opération prend à peu près 4 à 5 minutes. Donc on va le laisser processer. Moi, je vais en profiter pour justement vous montrer d'autres choses, notamment comme on l'avait évoqué déjà au début de la présentation et ce que Romain avait émis, ces fameux justement keys.zip, où là je vais d'abord ouvrir donc le infra.xml, donc il contient toutes les variables qui vont me permettre d'installer. Donc on a d'autres composants ici, là je vais me concentrer uniquement sur l'AD pour le moment. Dans le cadre de mon package Create New Forest, là je décide tout simplement à travers différentes variables, par exemple le forest name, quel domaine je vais créer, où est-ce que je vais stocker les bases de données Active Directory, telles que le sysvol ou autre. Et j'ai aussi des variables qui sont essentielles, telles que effectivement les niveaux fonctionnels du domaine et de la forêt que je suis en train de créer. On a pour tous les autres packages d'autres jeux de variables. Si je décide de créer un sous-domaine, j'ai des variables qui sont disponibles aussi. Et l'ajout d'un DC supplémentaire, effectivement, me demande aussi des variables telles que le nom du domaine, potentiellement pour lequel je souhaite ajouter un domaine contrôleur, tout simplement. Le secret XML, lui, va contenir donc les crédentiels de mon Active Directory, mais pas que. Je peux l'utiliser aussi pour, on verra dans le troisième épisode, éventuellement des builds SQL. Là, dans l'idée, c'est qu'on a déjà le local user et le local source qui nous permettent de conditionner les crédentiels pour une machine non join domain. Et on va avoir le root user et les root source qui vont nous permettre, par contre, cette fois-ci, de générer de spécifier les crédentiels spécifiques, cette fois-ci,
au domaine en question. Et en l'occurrence, là, j'ai une affiliation. Comme on l'a vu dans le infra, je décide de créer ms en AWS.local. Donc, j'aurai besoin d'un login de type ms en AWS/administrator comme étant le crédentiel pour accéder effectivement à mon domaine. Les deux fichiers infra et secret XML sont zippés directement dans le keys.zip. Et ce keys.zip, je vais le retrouver donc côté S3 dans mon bucket de packaging. S3 nous permet d'avoir un niveau de granularité au niveau des permissions, ce qui signifie que j'ai la possibilité de pouvoir restreindre l'accès à ces informations qui sont relativement critiques en fait pour l'entreprise à une population spécifique par exemple. Voilà. Donc là on voit bien notre keys.zip. Quand on a exécuté en fait notre build, on a récupéré justement ce keys.zip pour pouvoir consommer ces variables. Là maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est le package justement Create New Forest. Vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on voit qu'on a différents packages qui ont été déposés à l'initial sur notre 2IS Nugget Server. Donc on va ouvrir un petit utilitaire Nugget Explorer qui va nous permettre tout simplement de voir quel est le cœur en fait même d'un package chocolaté et plus spécifiquement de celui-ci, donc le Create New Forest, tout simplement. Donc on va ouvrir le package en question pour voir le contenu. Donc à l'intérieur de notre package Nugget, on retrouve un script qui est systématiquement processé en fait par l'agent chocolaté, ce qui nous permet d'installer effectivement les packages. Premier point important, dans la plupart de nos packages, on vient utiliser le composant getXMLSecret pour envisager de récupérer justement le keys.zip et en extraire les variables en fonction du package qu'on est en train de déployer. Là, dans le package en question, on voit que derrière, on réalise donc un install ADBS root avec les variables qu'on a récupérées directement dans le keys.zip, tout simplement. Je reviens sur mon instance EC2. Donc là, je suis toujours sur l'Applying Computer Settings. Donc là, c'est une opération voilà, qui va nous prendre encore quelques petites secondes, le temps de processer. Donc, chose importante à retenir, c'est vraiment l'idée d'une combinaison totale qui aujourd'hui, avec Chocolaté, Box Starter, le keys.zip nous permet effectivement de pouvoir combiner tout type de build. On reviendra sur cette notion de keys.zip dans l'épisode 3 avec la partie SQL et l'épisode 4 également. Et également la notion de box starter, parce que ce sont des éléments effectivement essentiels et qui complémentent en fait la partie chocolatée, tout simplement. Donc là, on va juste attendre la fin donc, de l'application des computer settings, en l'occurrence. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à arriver au bout. Donc c'est la plupart du temps, on est sur un temps de build en fait pour une création de forêt qui peut aller de 15 à 20 minutes. Ça peut être un petit peu aléatoire à quelques minutes près. On n'a pas les mêmes temps de process, bien évidemment, selon le scénario qu'on va jouer. Juste par exemple l'ajout d'un DC lié à notre Active Directory on-prem. Donc là, on voit qu'on a eu un autologon qui s'est effectué. Alors cet autologon-là, il a une particularité. Le premier que j'avais réalisé était dans un contexte local à la machine. Étant donné que là, ma forêt est créée, Boxdata nous a permis en fait de changer de contexte et là on s'est logué en fait avec les crédentiels de l'admin du domaine directement sur la machine. Donc on rejoue effectivement la notion donc, de bootstrap au niveau Boxstarter. Là je rejoue en fait exactement la même séquence, sauf que étant donné que le Create New Forest a déjà été installé, je ne vais pas rejouer en fait cette installation et je vais simplement finir mon build. Nous on a quelques packages comme on peut le voir ici qui sont exécutés systématiquement à la fin de nos séquences Boxstarter, telles que du send signal si j'ai besoin de déclencher autre chose sur des process de build AWS par exemple. Et moi, ce qui va m'importer, c'est surtout un package particulier. Là, on voit qu'on n'a pas de tag sur nos instances encore. Et tous nos builds finissent en fait avec un package qui s'appelle AWS setNameTag, qui va nous permettre en fait tout simplement de venir prendre la variable du nom de l'instance qu'on vient de builder, qui est déjà affiliée Windows, parce que c'est le nom de la machine Windows tel qu'on voit là-haut dans le nom du hostname. Et je vais venir aussi le déposer en tant que tag directement sur au niveau de l'infrastructure AWS, ce qui veut dire que je vais avoir effectivement un hommage de la machine côté console EC2 qui va correspondre en fait tout simplement à l'instance Windows que je viens en fait tout simplement de déployer. Là, on arrive à la fin du build.
Donc, quand je vois le type pointer to exit, c'est que je suis arrivé en fait tout simplement à la fin en fait du build que j'ai côté Active Directory. Donc, on va regarder au niveau de la console. Là, en faisant un petit refresh, on s'aperçoit donc qu'on a effectivement un tag qui est déposé. Ça signifie quoi? Que j'ai fini en fait le build côté Active Directory, le user data et tout le process de Bootstrap Box Starter qui a été effectivement séquencé sur cette machine. Pour mon deuxième contrôleur de domaine, si je regarde, je viens seulement d'enclencher en fait le build post-provisioning Box Starter sur cette instance-là. Pourquoi? Parce que je peux pas envisager en fait tout simplement de joiner en fait un nouveau DC dans une forêt qui est encore en cours de construction. Si la forêt n'est pas disponible, je ne pourrais pas rajouter ce nouveau domaine contrôleur. Donc, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'en fait, alors déjà, on va voir qu'effectivement, on a la séquence Box Starter qui va démarrer effectivement de la même manière que sur notre premier domaine contrôleur, donc le Bootstrap ici Box Starter. À la seule différence, on va pas jouer le package create new forest, mais on va exécuter le package add new DC, tout simplement. Donc là, on va récupérer un jeu de variables autres, et on a un script, bien sûr, qui va correspondre au join d'un domaine contrôleur dans une forêt existante. On retrouve la séquence telle qu'on l'a vu hein, sur la création du premier domaine contrôleur, donc je ne vais pas vous faire tous les screenshots sur cette instance-là, on va juste laisser aller le bout du process. Voilà, la seule distinction qu'on a côté Terraform, c'est le changement de la variable avec du add new DC plutôt que du create new forest. Et si on regarde effectivement côté user data, étant donné qu'il nous fallait la forêt de disponible pour envisager justement de joiner le nouveau domaine, le second domaine contrôleur, on a tout simplement temporisé avec une attente de l'inscription d'un tag qui correspond au nom justement du premier DC qu'on a buildé, ce qui signifie que quand mon premier DC s'est buildé, le tag a été inscrit. Dès que mon tag est disponible, je relâche à ce moment-là le build côté user data du DC02, ce qui me permet à ce moment-là d'envisager un join domain, sachant que ma forêt est parfaitement up and running, puisque mon build est arrivé au terme de création de la forêt. Et c'est ce qu'on retrouve donc côté user data, où on a effectivement la seule distinction avec le premier DC, cette temporisation et l'action add new DC, tout simplement. Donc là, on va laisser processer. Donc on voit, hein, on a l'installation effectivement du nouveau DC donc, qui est en cours de manière assez standard, comme on l'a vu dans le premier. Tant que mon tag n'est pas disponible, ça signifie que le deuxième DC n'a pas fini son build. Là, on va se connecter donc sur le rebond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement en fait me connecter sur donc mon premier domaine contrôleur que j'ai buildé, sur lequel normalement sur lequel ma forêt effectivement est existante. Donc on a le mot de passe spécifique qu'on peut retrouver dans le secrets.xml côté keys.zip bien évidemment. C'est celui que j'ai mentionné à cet endroit-là qui est inscrit en tant qu'admin du domaine pour le compte en question. Une fois que je me log sur le DC, je retrouve en fait la fenêtre qui correspond au screenshot que j'avais laissé sur lequel on avait terminé justement la présentation du build. Donc on va quitter la fenêtre. Je vais tout de suite regarder en fait voir l'Active Directory User Some Computer. Donc là, je vois que mon DC02 est déjà arrivé. Ça ne veut pas dire que le build est fini. On a quand même quelques petits packages à structurer derrière. Mais j'ai quand même mon domaine contrôleur 02 effectivement qui est présent. On a des OU spécifiques ici parce qu'on a, comme Romain l'avait mentionné, un package qui nous permet de créer des structures d'OU si besoin. La plupart du temps dans le cadre bien évidemment de création d'une nouvelle forêt. Si je viens simplement étendre par rapport à un AD existant, j'aurai la réplication en fait de la structure au niveau de l'AD. Je vais regarder la topologie que j'ai au niveau Active Directory sur la forêt que je viens de créer. Donc là, si je regarde, je n'ai plus le site par défaut. On a créé un nouveau site qui correspond en fait à la région AWS de là où on a déployé donc notre Active Directory. On voit déjà que j'ai effectivement les deux DC qui sont raccrochés à ce site. Comment est-ce qu'on a processé ça? C'est qu'en fait, rappelez-vous, on a installé un package AD User Data qui crée une petite tâche planifiée. La tâche planifiée, après création de la forêt, va nous permettre d'exécuter deux packages, le create OU structure qu'on voit ici et le create site on subnet. Et ça va nous permettre justement de définir le design spécifique, notamment surtout sur la création de la topologie AD.
Si j'envisageais d'étendre avec un autre VPC Piré, par exemple dans une autre région, et que je décide d'installer un Active Directory dans cette autre région, bah, j'aurais un autre site dans lequel mon autre DC serait effectivement attaché pour matcher en fait la topologie AWS avec la topologie qu'on aurait côté Active Directory. Là, si je reviens sur la console, donc j'ai le tag name sur mon deuxième DC, donc ce qui veut dire qu'en fait mon build est fini. Donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai effectivement mon AD qui est prêt et mes deux domaines contrôleurs qui sont donc parfaitement open running. Donc entre-temps, j'ai créé donc mon AMI au niveau Packer, donc de ce spécifique domaine. Donc si je regarde effectivement côté AMI, on a donc une AMI qui a été créée spécifique donc pour le domaine que je viens effectivement de builder en question. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau du build de Packer, là on voit la complétion d'ailleurs de ce build en question. La seule distinction qu'on a par rapport à la première AMI, donc qu'on avait buildé lors du premier épisode, c'est cette information-là. On a tout simplement ajouté l'idée de joiner un domaine spécifique qui s'appelle donc le msonaws.local, ce qui correspond au domaine que j'ai créé bien évidemment. Et on lui a demandé de joiner en fait dans une OU spécifique, en l'occurrence servers, et c'est une OU qui doit être mentionnée, ce qui signifie que tout lancement normalement devrait effectivement arriver dans cette OU en question. Donc là, on va lancer l'AMI pour voir le résultat en fait de l'AMI qu'on vient de provisionner, tout simplement. Donc après, on garde cette possibilité l'AMI de pouvoir en fait la rafraîchir très souvent pour des builds bien évidemment qui seraient nécessaires. C'est comme ça que je pourrais envisager aussi de patcher mes machines côté AWS en faisant un renouvellement de mes serveurs sur une flotte commune à travers simplement des changements d'AMI si j'envisage bien sûr que mes infrastructures sont en mode stateless, bien évidemment. Donc là, on va donc lancer notre AMI. Alors c'est juste pour une phase de test, c'est pour vous montrer effectivement le rendu. Donc on va attendre son provisioning. Donc on a bien évidemment donc notre AD qui est prêt. On a une chose importante, c'est qu'au niveau du VPC, on a appliqué donc un DHCP option set. Là, on va le voir ici. Là, le premier DNS qu'on a donné correspond à notre premier domaine contrôleur. Là, dans une mixité, c'est que mon domaine contrôleur n'était pas présent au départ. J'avais besoin de résoudre effectivement S3, donc j'ai une subtilité publique. Il en va de soi, bien évidemment, que je devrais changer et dans les deux DNS names que j'ai ici, je viendrai mettre en fait les deux instances que j'ai en matière de domaine contrôleur. Et ce DHCP option set, on l'a tout simplement lié en fait au VPC en question sur lequel on vient de réaliser l'implémentation Active Directory. Pourquoi c'est essentiel? C'est que mon AMI que je viens de lancer, quand elle va vouloir joiner le domaine, il faut qu'elle puisse résoudre en fait le domaine msonaws.local. Et pour ça, elle va s'appuyer sur la conf réseau issue du DHCP option set qu'elle aura donc dont elle aura hérité, ce qui lui permettra de joiner en fait le domaine, de le résoudre et de le joiner par la suite, tout simplement. Donc là, on a vu qu'on n'avait toujours rien dans l'OU serveur pour le moment. On va regarder au niveau, on est toujours en initializing, ce qui est un peu normal. On va regarder donc au niveau de l'AMI. On est dans le getting ready, ce qui veut dire qu'en ce moment même, le provisioning de l'AMI en question déroule le sysprep qui a été conditionné par le packer, qui va nous permettre en fait tout simplement de joiner au domaine notre AMI en question. Donc on va avoir cette petite phase, c'est le temps d'initialisation en fait des instances qu'on a côté Windows, où on est sur à peu près une minute, entre 1 à 2 minutes, pour avoir effectivement la mire de login disponible au niveau de notre instance Windows. Donc là on arrive sur la fin du provisioning. Voilà, donc on a le getting ready qui a disparu, ce qui veut dire que le post-provisioning, en fait, enfin le provisioning AMI a été fait, et on arrive donc sur l'initialisation, démarrage de notre instance après effectivement le provisioning de l'instance. Si je reviens au niveau de mon DC, normalement, voilà, je retrouve mon instance en question, donc qui a été provisionnée. Là, on n'a pas de user data, donc c'est un nom générique Windows qui a été donné. On verra que dans l'épisode 3, on utilise effectivement un nommage pour l'appliquer directement. On a, au niveau du packer, décidé donc de la pousser dans l'OU server, ce qui est un petit peu notre OU par défaut pour l'atterrissage de toute instance qui viendrait effectivement rentrer dans notre domaine Active Directory. On va avoir donc la mire de logging disponible au niveau de la machine. Ma machine est donc disponible à la connexion. Donc on va se connecter sur cette machine-là. Là, j'ai pas besoin d'attendre le mot de passe dans la console AWS parce qu'en fait, il est
totalement inutile dans la mesure où en fait ma machine est rentrée dans le domaine. Côté DNS, donc on voit ici qu'on a effectivement donc la machine qui s'est inscrite aussi au niveau DNS avec donc son adresse IP 10.87.9.82. Donc on a des serveurs, des services DNS qui sont également pleinement fonctionnels bien évidemment. Je reviens sur la particularité que disait Romain, le maillage DNS que vous allez avoir dans votre infrastructure dépend étroitement du contexte sur lequel vous décidez et comment vous envisagez d'étendre en fait votre Active Directory côté AWS. Donc ça c'est quelque chose la plupart du temps qu'on réalise a posteriori en dépendant de nos besoins spécifiques tout simplement. On se connecte sur l'instance simplement pour constater qu'en fait on a effectivement donc une instance où on s'est logué avec des crédentiels du domaine Active Directory et également donc une affiliation au domaine, ce qu'on va aller voir tout simplement dans les propriétés de la machine. Voilà. On attend juste le démarrage du bureau. On va regarder au niveau des propriétés. Voilà. Tout simplement pour voir effectivement donc, dans les propriétés Windows, donc on a bien notre machine et qu'elle est bien effectivement dans le domaine en question, donc amazon.aws.local. Voilà. Donc, de manière automatisée, ces builds-là en fait nous permettent d'avoir des stacks d'Active Directory déployés en à peu près 20 à 30 minutes, enfin 20 à 40 minutes, 20 minutes si on envisage juste d'étendre un DC sur AWS par rapport à un AD déjà existant on-prem, et une quarantaine de minutes pour la création complète d'une nouvelle forêt, d'un nouveau domaine. On peut envisager aussi d'avoir un sous-domaine directement côté AWS affilié à un AD on-prem. Voilà. Là, c'est juste une petite commande Choco pour vous montrer que notre AMI dispose des mêmes particularités que la première AMI qu'on avait buildée en mode workgroup, c'est-à-dire en fait l'affiliation, l'adhérence en fait au serveur 2IS Nugget tout simplement. Le résultat de cette brique-là, du deuxième épisode plutôt, c'est qu'on a notre brique, donc Active Directory, qui est déposée côté infrastructure AWS, donc un domaine qui est, on va dire, ready à pouvoir envisager maintenant des stacks purement applicatifs ou des stacks de process de type SQL, comme on le verra par ailleurs sur l'épisode 3, tout simplement. Voilà. Je vais rendre la main à Romain. Alors, juste un instant. Voilà, je te rends la main. Merci Romain pour cette démo technique. Donc on va profiter des quelques minutes qui nous restent pour passer aux questions que vous nous avez posées pendant cette session. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous fera un retour par mail. Donc on a eu quelques questions. Alors on va essayer d'y répondre par ordre chronologique. Donc alors on avait une première question au niveau des coûts. Donc c'est plutôt au niveau du coût. Je pense que là la question c'était peut-être de savoir le coût entre un AD managé et un Active Directory sur EC2. Je pense que c'était le sens de la question. N'hésitez pas à me corriger dans les questions si c'était pas le cas. Je pense que c'est ça. Okay. Pour y répondre un petit peu, forcément, si vous faites un AD sur EC2, c'est à vous de déterminer les coûts en fonction de la configuration que vous souhaitez. Vous choisissez la machine, vous choisissez le stockage, etc. Et donc vous allez payer à l'usage. Pour Manage AD, c'est un coût mensuel. Il y a deux versions. Il y a une version standard, une version, je crois qu'on l'appelle Enterprise, je suis pas certain. La seule différence, c'est le nombre de users qui sont supportés. Je crois que la version standard démarre autour des 70-80 € par mois. Donc vous payez ce prix-là, vous avez tout un Active Directory qui tourne, quoi. Et la version Enterprise, je me souviens plus exactement du prix, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc je vous conseille d'aller sur le site internet pour vérifier. Merci Christopher. Ouais, juste une petite précision. Si vous le faites sur de la DEC2, là dans le cadre de la démo, on a pris des AMI de base Windows full. Maintenant, ce qui s'implémente la plupart du temps, c'est des AMI de type Windows Core qui peuvent être effectivement beaucoup plus légères. Donc sur la partie EC2, vous pouvez effectivement avoir aussi une économie en ayant des instances plus petites sur des versions Windows Core. Et sur des AD, après, c'est comme le disait Christopher, ça dépend de la taille de votre Active Directory, du nombre d'utilisateurs et d'objets à gérer à l'intérieur. Ok.
Ok. On avait des questions aussi sur les trust relationships. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement des relations de confiance que vous allez pouvoir créer entre deux forêts ou deux domaines Active Directory. Ça permet en fait d'accéder aux ressources d'un autre domaine. Un cas d'exemple, un cas d'usage, par exemple, ça va être une entreprise qui acquiert de nombreuses sociétés et qui va s'interfacer avec d'autres domaines Active Directory de manière régulière. Va pouvoir créer des trust relationships vers ces autres domaines pour communiquer avec les ressources de ces nouveaux domaines. On avait aussi une autre question. Bonjour, peut-on synchroniser les services Active Directory d'AWS avec un AD existant? On-premise. On-premise, oui. Alors, Sur un même domaine. Sur un même domaine, oui. Sur un même domaine, Sur d'accord. la On ne peut pas faire que des trust relationships. Alors effectivement, on a parlé de synchronisation entre un Active Directory qu'on déploie sur des EC2 et le service manager d'AWS. Alors Romain, peut-être que tu veux donner plus de précision là-dessus. Je pense que Christopher pourra le confirmer, mais je crois que normalement il n'y a que la notion de trust qui est possible entre éventuellement un AD existant qui soit on-prem ou AWS sur serveur, donc sur de l'EC2 ou on-prem sur serveur, vers justement l'AD manager AWS. Je pense que Alors, manager AD, oui. Ouais. Après, ouais. vous avez forcément le choix de déployer un AD sur EC2. Vous avez, vous pouvez absolument synchroniser les AD. Ouais. Je pense que la personne, ce qu'elle voulait demander, c'est effectivement, est-ce que j'ai la possibilité de créer un sous-domaine dans l'AD manager qui est affilié à une forêt existante en fait sur des serveurs. Dans ce cas-là, non. Voilà, il faut envisager du trust. Que du trust, oui. Il y avait aussi une sous-question sur l'usage de Bastion. Je ne suis pas super familier. Est-ce que tu sais, toi, Romain? Alors, attends, je cherche la question. C'est la 4e question. La 4e. Est-il possible de faire un Bastion et synchroniser avec les user AD? Alors oui, parce qu'en fait l'AMI que j'ai générée là de type join domain, je pourrais très bien la déployer dans un subnet public, ouvrir le port 3389 par exemple depuis par exemple mon entreprise pour des raisons de sécurité, on va éviter de l'ouvrir sur la terre entière. Et à partir de ce moment-là, étant donné que mon AMI est join domain, c'est un serveur de mon domaine Active Directory. Je peux très bien en fait définir que des groupes d'utilisateurs AD sont autorisés à pouvoir justement eux sont autorisés à pouvoir se connecter sur mon bastion en question à partir d'utilisateurs bien évidemment Active Directory. Oui. Alors, on va peut-être répondre à une dernière question. Je vois qu'il y a pas mal de questions encore qui restent. On n'aura pas forcément le temps d'y répondre. Par contre, on vous fera un retour par mail, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec l'ensemble des questions et nos réponses. Une question que je vois qui est ressortie, c'était quelle est la différence entre Box Starter et Chocolaté? Donc, comme on a expliqué, Chocolaté, c'est notre outil qui va nous permettre de créer des packages d'installation. Donc, derrière, c'est du PowerShell pour créer des packages d'installation de nos applicatifs. Tandis que Box Starter, c'est un utilitaire qui va nous permettre de gérer en fait l'environnement Windows quand on va déployer ces packages. Donc, gérer les reboots, gérer l'installation des mises à jour Windows, et d'autres paramètres liés à l'environnement en fait du Windows Server sur lequel on va installer les packages chocolatés. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, si ça répond à la question. On essaiera peut-être de détailler un peu plus dans le retour qu'on fera par mail. Il y a une dernière question qui revient aussi, c'est est-ce qu'on peut avoir accès aux slides ou à la démo, et aussi est-ce qu'il y aura un VOD? Alors, il y aura effectivement une version VOD comme le premier épisode. Le premier épisode est disponible en vidéo à la demande sur la chaîne GoToStage D2SI. Jusqu'au 19 mai, cet épisode-là le sera aussi. Après le 19 mai, la totalité des 4 épisodes, effectivement, seront aussi disponibles en VOD pendant plusieurs mois. Voilà. Et vous retrouverez dedans les slides présentés, plus la vidéo de démo directement dans ce webinaire qu'on vient de faire, qui est enregistré. Ok, on va arrêter là pour les questions. Donc, comme je vous ai dit, on va répondre à l'ensemble des questions, vous inquiétez pas.
On vous fera un retour par mail. Donc merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. C'était chouette de vous avoir. Rejoignez-nous pour la 3e session qui se déroulera le 28 avril. Donc on déploiera un cluster un cluster SQL sur AWS. Et puis d'ici là, bonne semaine à vous et merci Romain, merci Christopher. Merci à vous. Au revoir.